Bonjour à tous, bonjour à Singapour, ou plutôt bonsoir à Singapour, bonsoir à l'Asie. Vous êtes près de 150 à ce moment à participer à ce webinaire sur l'assurance retraite, comment fonctionne le système de retraite français, comment se constituer une retraite. Je suis Isabelle Frege, la présidente du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger. Pour ma part, je réside au Maroc et je suis assurée auprès de la Caisse des Français de l'étranger. Donc, il y a de nombreuses questions qui se posent sur la retraite, qui est l'un des risques couverts par la CFE. La CFE couvre contre la maladie, couvre contre l'accident du travail et tout ce qui est en relation avec les incidents de la vie quand on est salarié. Et également, peut vous proposer donc ce produit retraite qui permettra de vous constituer une carrière, un relevé de carrière avec des trimestres. C'est une forte demande des compatriotes de Singapour et d'Asie en général, qui connaissent peu ou prou la CFE et qui connaissent en tout cas assez peu cet aspect de la CFE, qui est le seul organisme qui est habilité à collecter les cotisations pour le régime général. Donc, nous serons plusieurs à intervenir sur ce sujet technique qui est d'actualité et qui est très important pour le futur des Français de l'étranger. Donc, je laisse la parole à Éric Pavie, qui est le directeur de la Caisse des Français de l'étranger. Merci, Madame la Présidente. Donc, je suis effectivement Éric Pavie, directeur de la Caisse des Français de l'étranger. Vous allez voir que au cours de ce webinaire, nous nous efforcerons d'avoir un panorama très large de la question des retraites pour mieux répondre à vos attentes. C'est-à-dire que nous irons au-delà de la seule retraite régime de base sécurité sociale pour évoquer aussi la retraite complémentaire et puis les possibilités de retraite par capitalisation, puisque la retraite, c'est un tout, il faut le penser globalement. Pour ce faire, donc, nous avons différents intervenants autour de cette table ronde. Alors, leur nom s'affiche voilà, à l'écran. Donc, outre Isabelle Frege, notre présidente, et moi-même, Éric Pavie, nous avons Françoise Julien Degaste de la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, Alexis de Saint-Albin du groupe de protection sociale Malakoff Humanis et Julien Mal de la société La Place. Voilà, donc nous allons à tour de rôle nous exprimer sur ces différents sujets. Je précise que notre intervention va durer environ une petite demi-heure, que tout au long de l'intervention, vous pouvez par le chat poser vos questions par écrit. Simplement, dans ces questions, ne mentionnez pas d'éléments personnels, ne mettez pas votre numéro de sécurité sociale ou des détails personnels, hein, parce que ces questions, ensuite, nous les partagerons et nous y répondrons à la fin de l'intervention, donc dans le dernier temps de ce webinaire. Nous sommes ensemble pour environ 45 minutes aujourd'hui. Voilà, je vais sans plus tarder passer la parole à Françoise Julien Degaste, qui va démarrer par des explications sur le fonctionnement du système de retraite français. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Françoise Julien Degaste, je suis responsable du pôle de relations assurées des assurés de l'étranger à la CNAV, donc au siège à Paris. En préambule, je vais vous présenter le régime vieillesse de base de la sécurité sociale, mais de façon générale, car comme vous le savez, une réforme des retraites est actuellement en cours et comme rien n'a encore été signé, je n'entrerai donc pas dans le détail de l'âge de départ et du nombre de trimestres nécessaires en fonction de l'année de naissance. Donc, comment est la structure du système de sécurité sociale en France? Il est composé de 6 branches, dont 4 principales. Vous pouvez voir la branche maladie, donc l'assurance maladie, qui assume la prise en charge des dépenses de santé et qui est gérée par les CEPAM au niveau local. Vous pouvez ensuite voir la branche famille qui propose des aides aux familles, des compléments de revenus ou des allocations gérées au niveau local
par les CAF, la branche retraite que je représente aujourd'hui, qui est chargée donc de la retraite des salariés du privé et des travailleurs indépendants, puisqu'ils ont intégré le régime général. Et c'est donc la CNAV, qui est le siège au niveau national, et les CARSAT en région qui gèrent les retraites. Il faut évidemment une caisse pour le recouvrement qui collecte les cotisations sociales et les redistribue aux différentes branches. Et l'organisme qui est en charge de cela, c'est l'URSSAF. Sur la page suivante, nous allons voir donc le système de retraite en France et ses différents régimes. Donc, en France, nous sommes un système de retraite par répartition, c'est-à-dire que les contributions payées par les employeurs et les salariés d'aujourd'hui sont versées tous les mois en tant que retraite aux retraités d'aujourd'hui. Nous avons 35 régimes de base et complémentaires. Ceci est lié à notre histoire. En France, c'est un peu particulier et des régimes se sont constitués au fil de l'histoire en fonction des corporations. Le régime général est le régime le plus important par son nombre de cotisants. Je vais maintenant vous expliquer rapidement ce qui se passe lorsque vous cotisez en France. Donc, en France, quand vous êtes salarié, lorsque vous travaillez comme salarié en France, les cotisations à la retraite sont obligatoires. Vous n'avez pas le choix. Sur votre bulletin de salaire, les cotisations sont prélevées tant au régime général que pour les complémentaires. Ces cotisations alimentent ce qu'on appelle un relevé de carrière sous votre numéro de sécurité sociale, qui est propre à chacun, chacun a son propre numéro. Et ceci dès votre premier emploi, le premier job d'été, votre compte est tout de suite alimenté. Donc ces cotisations, vous allez pouvoir les retrouver chaque année, elles sont complétées, votre relevé est complété par les cotisations sur votre relevé de carrière, par les déclarations sociales des employeurs. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, à n'importe quel moment de votre carrière, le consulter sur notre site internet, donc www.l'assurance-retraite.fr, en créant votre espace personnel. Mais ces adresses vous seront redites en fin de présentation, vous pourrez les consulter. Donc, votre situation à Singapour, qui est un peu différente, puisque vous n'avez pas de convention qui existe actuellement avec Singapour. Peut-être ça viendra un jour, mais actuellement, il n'y en a pas. Et vous ne pouvez donc pas cotiser localement et vous n'avez pas non plus la possibilité de cotiser, hormis la CFE, pour continuer à alimenter éventuellement votre relevé de carrière. Donc, la seule alternative qui vous est proposée, c'est la CFE et vous permettre de continuer à alimenter votre relevé de carrière. Vous allez pouvoir ensuite voir sur la page d'après comment nous calculons les retraites et l'impact que ça va avoir de continuer à cotiser. Donc, pour la retraite de base, voici la formule. Il y a 3 composantes. C'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, calculer le RAM. Le RAM ou le SAM, c'est le revenu annuel moyen. C'est donc la moyenne des 25 meilleures années qui figurent sur votre relevé de carrière. Ensuite, la deuxième composante est le taux qui est exprimé en pourcentage et il varie entre 37,5 et 50% maximum. Et la troisième composante, c'est la durée d'assurance, c'est-à-dire votre durée d'assurance, les trimestres inscrits sur votre relevé de carrière,
sur le nombre de trimestres nécessaires selon votre année de naissance. Et là, compte tenu de la réforme, de toute façon, je ne pourrai pas vous donner de précision sur le nombre de trimestres. Voyons plus précisément le revenu annuel moyen. Donc, ce RAM, ce revenu annuel moyen, il faut savoir que sur votre relevé de carrière, les salaires au compte seront limités au plafond de la sécurité sociale que vous voyez là, qui est de 43 992 € annuels pour 2023 et il change chaque année. Pour faire la moyenne des 25 meilleures années, nous allons donc actualiser, revaloriser toutes les années qui figurent sur le compte et prendre les 25 meilleures. Si nous n'avons pas 25 ans, nous prendrons toutes les années présentes, ça peut être 5 ou 10, tout dépend ce que vous avez cotisé au régime général. Et si vous avez cotisé à la CFE, l'avantage c'est que nous prendrons ces salaires comme si vous aviez cotisé sur le territoire français. Nous allons donc voir maintenant la seconde composante de cette formule de calcul qui est le taux. Donc le taux, le but de ce taux, c'est d'essayer d'atteindre le maximum qui est de 50%. Comment? Donc, en se rapprochant au maximum du nombre de trimestres nécessaires selon la génération pour obtenir ce taux de 50%. Pour cela, il faut donc savoir qu'en plus des trimestres cotisés, éventuellement à la CFE ou quand vous étiez sur le territoire français en tant que salarié, vous pouvez avoir d'autres trimestres qui peuvent rentrer dans le calcul de ce taux. Ce sont donc les trimestres validés à d'autres régimes français, qui peuvent être les agricoles, les fonctionnaires, enfin tous les régimes qu'on a vus précédemment qui peuvent entrer dans le calcul, mais également ce que nous appelons des périodes assimilées. Alors les périodes assimilées sont des trimestres gratuits sans cotisation, mais qui vous sont octroyés en cas de maladie, d'invalidité, chômage, service militaire, voilà, avec 4 trimestres évidemment par an, ça ne peut pas être supérieur, et auxquels peuvent s'ajouter éventuellement des trimestres par enfant. C'est-à-dire que chaque femme a 4 trimestres pour maternité et éventuellement 4 trimestres supplémentaires d'éducation, ce qui fait 8 trimestres par enfant. Voilà, tous ces trimestres vont rentrer dans le calcul du taux. Et si vous avez cotisé dans un pays qui a passé convention avec la France, nous pourrons également ajouter ces trimestres lorsque le pays en question nous aura transmis la validation. Mais il faut pour ça qu'il ait passé convention, ce qui n'est pas le cas de Singapour. Donc voilà, j'ai essayé d'être brève, de vous présenter au maximum et je vais maintenant passer la parole à Alexis de Saint-Albin pour Malakoff Humanis. Bonjour à tous et à toutes, merci de me laisser la parole. Alors, un tout petit mot, pourquoi Malakoff Humanis intervient, parce que alors Malakoff Humanis est un groupe qui a 2 activités. Une première activité qui est un peu une mission de service public, c'est que nous gérons la retraite complémentaire des salariés du privé. Nous gérons à peu près 40% de la retraite complémentaire pour les salariés en France. Et nous avons au sein du groupe la caisse de retraite qui s'occupe de donner la possibilité aux expatriés de continuer à cotiser au régime complémentaire. Donc une des caisses de retraite spéciales pour les expatriés. Et voilà. Et la deuxième activité du groupe Malakoff Humanis, pardon, c'est une activité plus concurrentielle dans le domaine de la retraite, de la santé et de la prévoyance, y compris pour les expatriés. Alors, l'Agir Carco, tout d'abord, c'est un régime qui a été créé en 1947, si on peut aller à la diapo d'après, voilà, qui a été créé par les partenaires sociaux. On l'a vu, la retraite de base, elle fournit une pension, mais qui est plafonnée au plafond de la sécurité sociale. Donc, dans un premier temps, les partenaires sociaux ont créé la caisse des cadres qui s'appelait l'Agir, qui est en 47, pour que les salariés cadres aient une pension au-dessus de celle versée par la sécurité sociale. Avec le temps, les non-cadres
se sont aussi mis d'accord, enfin les partenaires sociaux, donc je rappelle les représentants des employeurs et des salariés et les syndicats se sont mis d'accord pour créer aussi un régime complémentaire, l'ARCO. Voilà, et l'Agirc-Arrco, avec le temps, s'est structuré, s'est rationalisé pour finir de fusionner, si on peut voir les diapos juste d'avant, pour fusionner et créer un régime unique. Donc maintenant, on parle du régime complémentaire Agirc-Arrco depuis 2-3 ans, et non plus de l'Agirc et de l'Arco. Donc c'est un régime paritaire, je l'ai dit, qui est alors paritaire, c'est-à-dire qu'il est piloté par les partenaires sociaux. Hein, dans les conseils d'administration des caisses de retraite et de l'Agirc-Arrco, il y a autant de voix pour les représentants des salariés que celles des employeurs, à but non lucratif. Voilà, il n'y a pas de dividende, et c'est un régime qui fait ses preuves, puisque il y a un équilibre technique dans la durée. Depuis 1947, l'Agirc et l'Arco est géré de manière autonome par les partenaires sociaux, sans intervention de l'État. A réussi à maintenir un équilibre technique. Alors certaines années, l'Agirc-Arrco fait des réserves, encaisse un peu plus qu'elle ne verse. D'autres, c'est l'inverse, hein, ça dépend beaucoup de la situation économique et bien entendu des ratios entre le nombre de personnes qui sont à la retraite et le nombre de cotisants. Mais depuis 1947, c'est un régime équilibré. Pour donner quelques chiffres, en moyenne, quand on parle d'un salarié employé en France, pratiquement les 2/3 de sa retraite viennent du régime de base et le tiers des régimes complémentaires, alors que pour un salarié cadre, on l'a vu, où la retraite de base est plafonnée, eh bien, le régime Agirc-Arrco va intervenir entre la moitié et les 2/3 de sa pension. Plus un salarié a eu un salaire élevé pendant sa carrière, plus le gros de sa pension viendra du régime complémentaire. Donc c'est un régime de solidarité qui fonctionne par répartition, comme le régime de base. Hein. Donc c'est une solidarité entre les générations. Ce sont les cotisants qui payent et qui cotisent et qui fournissent la retraite des salariés. Un régime de solidarité, tout comme le régime de base, qui permet de prendre en compte les accidents de la vie. Hein. Par exemple, en cas d'arrêt de travail, en cas de chômage, vous avez des droits gratuits. En cas d'invalidité, vous avez des droits gratuits, Agirc-Arrco, qui vous permettent de continuer d'acquérir gratuitement pendant ces périodes des points. Agirc-Arrco, puisqu'on va le voir, on fonctionne par points. Et enfin, c'est pas négligeable, l'Agirc-Arrco verse pour le conjoint survivant une pension de réversion sans condition de ressources, hein, et qui permet au conjoint de bénéficier d'une partie de la retraite du conjoint, de la conjointe décédée. Alors, comment ça fonctionne? Je l'ai dit, ça fonctionne par points. Les employeurs en France se partagent le coût de la cotisation. On voit ici 60%, 60-65% à peu près, hein, payé par l'employeur et le reste par le salarié. C'est les précomptes qu'on a sur nos salaires quand on travaille en France, encore une fois. Les cotisations sont versées aux caisses de retraite Agirc-Arrco. Ces cotisations sont ensuite transformées en points Agirc-Arrco. Donc on divise le montant de ces cotisations par la valeur du point, et on fait ça chaque année. Et donc un salarié va accumuler des points Agirc-Arrco tout au long de sa carrière, des points qui seront strictement proportionnels aux cotisations qu'il a versées et donc au salaire qu'il a eu pendant sa carrière. Au moment au moment de prendre sa retraite, au moment de la liquidation de la retraite, qui est le mot technique, on va additionner tous les points Agirc-Arrco qui ont été acquis pendant toute sa carrière dans toutes les caisses de retraite dans lesquelles il a cotisé. Donc on va avoir ce nombre de points, on va le multiplier par la valeur du point, hein, qui est pour information de 1,35 € en 2023, et ça va déterminer le montant de sa pension de retraite complémentaire. Alors, si on peut passer à la diapo d'après, quelques points sur la liquidation des droits. Sans rentrer dans les détails, pour que quelqu'un ait une pension de retraite complémentaire complète, nous on va essentiellement, sauf cas exceptionnel, se référer sur
le régime de base, c'est-à-dire quelqu'un qui a une durée d'assurance complète pour le régime de base, eh bien, il aura une pension de retraite complète versée par l'Agirc-Arrco. Si par contre, il n'y a pas une durée d'assurance complète, donc s'il n'y a pas tous ces trimestres, que ce soit des trimestres cotisés ou des trimestres reconnus au titre d'une convention, comme il a été expliqué ailleurs, eh bien, il pourra y avoir un abattement auprès du régime de retraite. Alors, l'Agirc-Arrco est quand même assez autonome et, par exemple, on a des petits écarts avec l'existant au régime de base, puisque pour équilibrer les régimes, l'Agirc-Arrco minore un tout petit peu les pensions pendant quelques années si la pension est liquidée avant un certain âge ou s'il n'y a pas une durée complète, mais elle majore aussi la pension si les gens restent un peu plus longtemps à cotiser dans les régimes. Voilà, ces fameux coefficients minorants majorants. Alors, combien ça coûte ? Donc, grosso modo, on va décomposer un salaire. Alors, en France, là j'anticipe la page d'après, mais en France, on cotise sur le salaire brut. C'est le salaire fiscal, c'est le salaire que détermine l'employeur. Enfin, et quelquefois, en négociant avec son salarié, c'est le salaire sur lequel sont assises toutes les cotisations en France, augmenté de tous les avantages en nature ou en espèces. En expatriation, on va le voir, on est sur une base volontaire et on peut cotiser sur un salaire de référence. Donc, comment on fait ? On prend ce salaire, on le divise en tranches. Dans la première tranche, c'est le plafond de la Sécu, on a vu, 44 000 € par an à peu près. Et on peut cotiser jusqu'à 8 fois ce plafond. Donc, la tranche 1, c'est un plafond. La tranche 2, c'est 7 plafonds. Et je vous ai mis le taux de cotisation totaux, 10 et quelques % jusqu'au plafond de la Sécu. Et au-dessus, on est quasiment à 25%, répartis, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre employeurs et salariés pour les salariés qui travaillent en France, puisqu'il y a une obligation de participation de l'employeur, ce qui n'est pas le cas pour les expatriés, notamment qui cotisent à titre individuel, où ils doivent payer la totalité de la cotisation, à charge pour eux éventuellement de négocier avec leur employeur une prise en charge. Et dernière diapo, donc là c'est le montant, enfin la définition du salaire soumis à cotisation, salaire brut, incluant les avantages en nature en espèces en France, et en expat, on est sur une base volontaire. Et là, dernier diapo, dernier tableau, coûts et pensions annuelles en fonction du salaire. Alors, j'ai pris 3 niveaux de salaire différents avec les taux de cotisation totaux actuels. Vous avez en deuxième ligne le coût annuel total. Donc, encore une fois, pour un expatrié, c'est ce que lui devrait payer seul ou aidé par son employeur. En France, c'est ce qui est payé par l'employeur, mais l'employé participe. Vous avez en dessous, la ligne en dessous, le nombre de points acquis. Alors ça, ce sont les paramètres 2023. Tout ça, c'est taux de cotisation, valeur du point, tout ça. C'est le nombre de points acquis en 2023. Et la pension annuelle pour une année de cotisation, donc pour l'équivalent de ces nombres de points qui sont calculés, qui serait versé par le régime complémentaire. Et pour donner un peu de perspective, j'ai calculé un petit rendement, entre guillemets, c'est le ratio entre la pension versée et sur le montant réellement cotisé. Donc on voit que le régime complémentaire a un rendement, entre guillemets, de 5%, bien entendu, périmètre à périmètre constant, parce que bien entendu, les taux de cotisation peuvent évoluer, même s'ils sont relativement stables depuis pas mal d'années, et le coût d'acquisition du point et la valeur du point peut aussi varier. Il varie généralement avec l'inflation ou un peu en dessous. Ces dernières années, c'était un peu en dessous, mais la valeur du point varie tous les ans. Donc, à périmètre constant sur un an, voilà ce que ça donnerait. Vous pouvez multiplier ces chiffres par 42 années, par exemple, pour vous nous donner une idée du montant de la valeur que pourraient verser les régimes complémentaires pour 42 années d'un salaire fixe, ce qui n'est jamais le cas, jamais ou rarement une carrière linéaire, mais ça vous donne quelques idées sur l'intérêt du régime complémentaire. Voilà, et j'insiste aussi sur l'aspect sécuritaire par rapport à d'autres régimes par capitalisation qui ont aussi des intérêts, peut-être des rendements potentiels plus élevés, mais une certaine stabilité et sûreté du régime complémentaire. Voilà pour moi, je laisse la parole à Eric qui va vous parler de la cotisation à la CFE quand on est expatrié.
Merci Alexis. Donc pour ma part, effectivement, je vais vous parler maintenant qu'on a vu comment fonctionne ce système français, la pension de base et la pension complémentaire. C'est comment, alors même que vous avez quitté la France et son système de protection sociale, comment vous pouvez continuer à en bénéficier par l'intermédiaire notamment de notre organisme, la Caisse des Français de l'étranger, qui est, je le rappelle, on l'a dit tout à l'heure en introduction, une caisse de sécurité sociale sous tutelle de l'État français. Voilà. Nous sommes en général assez connus sur nos offres santé, mais on ne connaît pas toujours tous les détails du fonctionnement de la possibilité de cotiser pour sa retraite. C'est ce qu'on va évoquer maintenant. Alors, avant d'expliquer comment fonctionnent les choses avec la CFE, à l'écran, là, vous avez un descriptif du mode de fonctionnement de la prise en compte des cotisations à l'étranger pour la France. Donc, on a deux catégories de pays, comme l'a dit tout à l'heure François-Julien de Gast. Ce sont les pays conventionnés, donc qui ont une convention bilatérale entre eux et la France, par exemple l'Algérie, mais dans ce type de pays, on va aussi trouver les pays de l'Union européenne ou la Suisse. Et puis, vous avez des pays comme Singapour qui n'ont pas de convention avec la France. Quand on est dans un pays conventionné, on va cotiser sur son salaire auprès du régime local de retraite, s'il existe, et s'il est obligatoire. Et c'est du fait de la convention, l'assurance retraite en France va tenir compte au moment de la liquidation, pourra tenir compte des trimestres que vous aurez cotisés dans ce pays. Mais pas forcément du montant. C'est-à-dire que vous validez des durées de cotisation, des trimestres, mais vous ne validez pas un montant de salaire. Et donc, attention, vous validez finalement uniquement un des deux critères du calcul de la pension. Mais vous avez cette mécanique dans les pays qui ont une convention. En revanche, dans les pays non conventionnés comme Singapour, en plus, le régime de retraite local étant extrêmement limité et réservé à quelques-uns, il n'y a pas aucune prise en compte d'éventuelles cotisations retraite dans le système par la France. Donc, il est d'autant plus important de regarder les possibilités d'être couvert par la CFE. Alors, sur cette diapositive, on voit comment justement fonctionne la cotisation à la CFE. Que vous soyez dans un pays conventionné ou non conventionné, partout dans le monde, le principe est simple. Vous cotisez éventuellement au régime local de retraite s'il existe, et puis vous souscrivez volontairement à la retraite de base de la CFE. Cette adhésion à la CFE pour la retraite va vous permettre donc chaque trimestre de verser votre cotisation retraite et de valider plus tard pour votre retraite à la fois un trimestre de cotisation et le montant du salaire qui correspond. Exactement comme si vous cotisiez en France. On y reviendra dans un instant. Alors, la question importante est qui peut souscrire à cette cotisation, à cette possibilité de cotiser pour sa retraite? Eh bien, il y a des conditions de connaissance du régime obligatoire français, c'est-à-dire qu'il faut avoir relevé d'un régime français d'assurance maladie obligatoire pendant au moins 5 ans, à quelque titre que ce soit, et éventuellement de façon discontinue. Il y a cette condition de 5 ans d'affiliation au régime français. Mais il y a aussi, alternativement, la possibilité de souscrire si on a cotisé pendant 6 mois à l'assurance vieillesse obligatoire avant son départ de France. Donc, une personne qui, 6 mois avant d'avoir quitté la France, était salariée en France et cotisait pour sa retraite en France, peut parfaitement souscrire à la CFE et continuer à cotiser pour sa retraite alors qu'elle a quitté la France. Puis, il y a un autre critère, c'est qu'il faut exercer une activité salariée à l'étranger. On va vous demander des bulletins de salaire pour calculer votre niveau de cotisation. Et également, si vous n'êtes pas salarié, vous avez la possibilité de cotiser en tant que chargé de famille. C'est-à-dire que vous êtes parent d'au moins un enfant de moins de 20 ans.
l'enfant doit être au plus tard à la veille de ses 20 ans. Mais cette situation vous permet de cotiser en tant que chargé de famille sur la base d'un salaire minimum. Donc voilà les conditions d'affiliation. Alors, comment, une fois que vous avez donc souscrit à la CFE, comment fonctionne le système? En fait, c'est très simple. Donc, vous versez à la CFE qui vous fait chaque trimestre un appel de cotisation. Vous versez votre cotisation à la CFE. Immédiatement, la CFE reverse votre cotisation à la CNAV qui va donc comptabiliser le trimestre exactement comme si vous étiez en France et que vous cotisiez sur votre salaire français via les URSSAF. Et cette mécanique donc permet à la CNAV de prendre en compte immédiatement vos cotisations et de garantir donc la continuité de votre relevé de carrière pour votre retraite. Alors, les avantages du dispositif sont nombreux. Il faut d'abord souligner que la seule possibilité que vous avez de souscrire à cette offre, c'est de passer par la Caisse des Français de l'étranger. C'est le seul organisme autorisé à vous permettre de cotiser pour votre retraite alors que vous ne relevez plus du système français. C'est une offre qui est indispensable dans les pays où le système local de retraite est insuffisant ou très faible par rapport à la France, ce qui est le cas dans de très nombreux pays. Avec la CFE, vous garantissez votre lien permanent avec le régime français, donc il y a une totale continuité entre le moment où vous allez quitter la France et arrêter de cotiser sur votre salaire français et le moment où vous allez remonter des cotisations retraite à la CFE. Et puis, un argument important, vous avez compris, c'est que les trimestres que vous payez à la CFE sont valides à la fois des durées de cotisation et des montants de revenus, ce qui est loin d'être neutre au final, on l'a vu tout à l'heure, dans le calcul de la retraite. Donc nous, simplement, et je conclurai par là, ce qu'on recommande à la CFE, c'est de penser à cotiser pour sa retraite de base le plus tôt possible lorsqu'on s'expatrie. On rencontre trop souvent des personnes qui nous disent qu'elles ont hésité, laissé passer des années, et après c'est compliqué parce qu'elles ont un trou dans leur carrière qui est difficile, voire impossible à combler. Donc, nous recommandons de se poser très vite la question et d'adhérer pour se garantir donc un relevé de carrière complet au moment du passage à la retraite, en particulier si vous avez des carrières internationales et que vous circulez entre différents pays, les uns avec des conventions, d'autres non, ce qui peut aboutir in fine à minorer votre retraite. Donc, avec la CFE, vous achetez la sécurité d'une retraite et de cotisation retraite continue. Voilà, je vais repasser maintenant la parole à Alexis. Merci. Je ne sais pas si je suis en ligne, si je suis… Voilà, bonjour, oui, merci Eric. Alors, comment on cotise l'Agirc-Arrco? Donc, les conditions, il faut soit avoir déjà cotisé à une caisse de retraite en France, donc en gros, avoir déjà travaillé en France, soit cotiser simultanément à la retraite de base, comme vient de l'expliquer Eric, puisque nous, étant un régime complémentaire, la logique voudrait qu'il faut avoir des droits auprès du régime de base pour cotiser au régime complémentaire. Maintenant, on n'est pas obligé de cotiser aux deux, hein, c'est l'une ou l'autre de ces conditions. Par exemple, dans un pays qui aurait une convention, on peut se poser la question de cotiser au régime de base et pas au régime complémentaire ou l'inverse. Voilà, donc une de ces deux conditions, et il faut avoir une activité salariée. L'Agirc-Arrco ne permet pas à un non-salarié, même à titre volontaire, de cotiser. Donc, on demandera une copie du contrat de travail, une attestation d'emploi aux salariés qui souhaitent cotiser de manière volontaire. Les modalités, ça passe par Malakoff Humanis International Agirc-Arrco, qui est le nom de la caisse de retraite qui s'occupe des expatriés, qui s'appelait autrefois la CRE IRCAFEX, vous avez peut-être entendu parler. Vous pouvez cotiser, alors soit à compter du premier jour de votre travail en tant que salarié. Simplement, si on remonte à plus de 12 mois, on va vous demander des pénalités de retard, donc ce n'est pas forcément intéressant. Ou alors, vous pouvez cotiser en cours de route au 1er janvier de l'année en cours. Et ce sont des cotisations qui sont appelées tous les trimestres. Encore une fois, il n'y a pas de notion de durée d'assurance au régime Agirc-Arrco. C'est une accumulation de points qui dépend de votre salaire, donc des cotisations versées.
En revanche, il est important d'avoir en tête que pour avoir le taux plein, soit il faut avoir une durée complète, soit il faudra atteindre l'âge légal. Alors là encore, qui va sans doute changer, mais qui est aujourd'hui de 65 ans, enfin non, qui risque sans doute pas changer pour l'Agir Carco, qui est de 65 ans en Agir Carco, enfin de 65, qui va pouvoir passer à 67. Donc pour résumer, si vous n'avez pas une durée complète au régime de base, il suffit, entre guillemets, d'atteindre 65 et 67 ans pour ne pas avoir de pénalité quand vous liquidez votre pension complémentaire. Voilà, donc oui, alors un petit diapo rapidement. Si vous ne cotisez pas, vous accumulez pas de points Agir Carco et donc il n'y a pas de continuité avec éventuellement votre carrière en France. Si vous cotisez, vous continuez à accumuler des points Agir Carco qui s'additionneront à tous ceux que vous avez déjà acquis en France ou que vous acquérez si vous rentrez en France et que vous avez une activité de salarié. Voilà. Je passe la parole à Julien qui va nous parler de retraite par capitalisation, éventuellement en retraite supplémentaire. Exactement. Merci Alexis. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc je suis Julien Mal, le directeur de la protection sociale au sein du groupe Laplace. Donc, nous sommes une société de conseil en gestion de patrimoine qui intervient auprès des Français non résidents depuis plus de 30 ans, en particulier sur des problématiques de constitution de revenus complémentaires. Donc, c'est dans le thème du jour, puisque on le voit bien aujourd'hui, la retraite par répartition est essentielle pour se constituer des revenus au moment du départ à la retraite. La retraite par capitalisation l'est tout autant. Et l'essentiel, c'est effectivement d'anticiper ce départ à la retraite pour le préparer au mieux. Il est très important d'avoir une bonne maîtrise de son environnement pour pouvoir façonner une stratégie de revenus complémentaires qui soit pérenne. Et c'est vrai qu'on constate depuis quelques années que justement cet environnement il évolue, il n'est pas forcément stable aujourd'hui pour les Français d'étranger. On a un contexte géopolitique qui a été particulièrement perturbé par la crise sanitaire. On a une situation économique aujourd'hui qui est assez inédite puisque on le constate, on a une remontée des taux qui influe énormément sur les rendements des placements dits sans risque. De manière générale, on a un contexte sociétal qui est en forte évolution, avec des carrières qui sont heurtées, des parcours professionnels auxquels nos clients sont finalement de plus en plus nombreux à souhaiter mettre fin avant l'âge de la retraite. Et devant ces incertitudes, la meilleure option, c'est bien entendu de prendre les devants pour façonner sa propre stratégie de revenus complémentaires, en tenant compte à la fois de ses projets de vie, de son horizon d'arrêt d'activité, de sa capacité d'épargne et bien entendu de son appétence au risque lorsqu'on parle de capitalisation. Donc nous, en tant que conseil, notre rôle, ça va être de vous apporter une vision des solutions envisageables et de co-construire avec vous une stratégie qui va vous permettre de compléter votre retraite, celle que vous allez percevoir au travers des régimes obligatoires. Pour développer une stratégie de revenus complémentaires durable, il faut avoir une vision vraiment à 360 du patrimoine qu'on a constitué en France et à l'international, tant en matière de gestion des flux de revenus que de gestion des stocks existants. L'objectif, ça va être de permettre vraiment le maintien du train de vie à partir d'un point de départ que vous allez décider, qui peut être évidemment l'âge de la retraite, tout en s'appuyant sur le socle des régimes obligatoires qui est essentiel dans la stratégie. Depuis quelques années, on constate qu'on a une gestion finalement de plus en plus anglo-saxonne de la constitution de revenus complémentaires avec une diversification des modes de détention du patrimoine. On détient aujourd'hui son patrimoine de plus en plus via des sociétés et ça permet d'apporter une meilleure stabilité fiscale au niveau des investissements. Donc ce qu'on conseille, c'est évidemment de ne pas opposer les deux modes de détention en direct ou via des sociétés pour façonner vraiment cette stratégie de revenus complémentaires. Dans cette réflexion, il faut vraiment envisager les projets de mobilité qui pourraient intervenir dans les années à venir pour évaluer justement l'intérêt stratégique de constituer ces revenus au sein d'une société qui ne sera pas nécessairement en France, mais qui peut faciliter cette mobilité au travers d'un cadre fiscal stable. Et on peut par exemple parler du Luxembourg qui est une solution envisageable lorsqu'on veut détenir sa société et générer des revenus complémentaires au travers d'elle. Les enjeux se portent également évidemment sur des opportunités en termes d'environnement de placement. Il est indispensable de travailler en collaboration avec des acteurs indépendants qui ont atteint une taille critique, ce qui va vous permettre en fait d'accéder à l'ensemble des solutions de la place,
tant en matière de sous-jacent financier que de sous-jacent immobilier. Et dans ce cas précis, en particulier sur l'immobilier, lorsque c'est possible, il faut évidemment essayer de faire les opérations avec un effet de levier, puisque c'est la seule classe d'actifs pour laquelle on vous prête de l'argent pour vous enrichir. Alors, ces 15 dernières années, on a connu des changements, on a de très belles animations sur cette slide, vous allez le voir. On a connu des changements assez profonds dans l'environnement économique en France, et les perspectives de rendement des placements sécurisés ont beaucoup évolué. Le sacro-saint fonds en euros, qu'on retrouve au travers des contrats d'assurance vie, qui est une vraie exception française, puisqu'elle vous permet de bénéficier à coup sûr d'un rendement positif avec une garantie en capital, eh bien, ces rendements du fonds en euros, ils se sont écroulés, puisqu'il y a 15 ans, on était aux alentours de 4%, et aujourd'hui, on est aux alentours de 1,5%. Alors, c'est vrai qu'on assiste à une remontée des taux depuis quelques semaines, mais structurellement, aujourd'hui, ces taux sont aux alentours de 1,5%. Cette situation, elle nous oblige à repenser la gestion du risque en tenant compte en fait de 3 facteurs qui agissent les uns sur les autres. C'est le rendement, la sécurité et la disponibilité, ce que vous voyez à l'écran. En acceptant de sacrifier la disponibilité à court terme, on va pouvoir aller chercher du rendement, parce qu'on connaît effectivement son horizon de départ à la retraite, donc on peut sacrifier un petit peu de disponibilité. Je peux me priver des revenus pendant 4 ou 5 ans, et ça va me permettre de bonifier le rendement de mes placements. De la même manière, je peux sacrifier un peu de sécurité, tout en conservant un niveau de risque acceptable et obtenir un rendement qui sera cohérent en investissant dans certaines catégories de produits. Dans tous les cas de figure, on va envisager la constitution de revenus complémentaires par ce qu'on appelle une allocation par projet. Et donc, c'est l'horizon de placement qui va être notre meilleur allié au sein de la stratégie pour constituer ces revenus complémentaires. Si on évoque aujourd'hui les différentes classes d'actifs qui vont vous permettre de diversifier votre patrimoine et de bâtir une stratégie sur mesure de revenus complémentaires, certains d'entre nous, évidemment, vont être plus sensibles à des thématiques particulières. Ça peut être la thématique de l'écologie qui revient beaucoup chez nos clients. D'autres vont préférer s'appuyer sur des classes d'actifs bien précises. Souvent, on s'appuie sur l'immobilier lorsqu'on veut constituer du patrimoine. Nous, notre rôle, ça va vraiment être d'être force de conseil pour pouvoir répondre au cahier des charges de nos clients et pouvoir coller à leurs projets en apportant une vision claire d'un point de vue budgétaire et d'un point de vue fiscal au niveau des investissements. Alors, chaque classe d'actifs, évidemment, bénéficie d'un niveau de risque qui lui est propre. C'est ce que vous voyez aujourd'hui dans les carrés bleus qui s'affichent à l'écran. Et en face de ça, eh bien, on a des performances moyennes, des taux de rendement attendus sur chaque classe d'actifs. Ce sont effectivement les carrés rouges. Plus on monte dans l'échelle de risque et plus les espérances de rendement sont élevées. Parmi les exemples d'investissement, on peut évidemment citer l'accès à un univers très large de classes d'actifs au Luxembourg, je vous en parlais tout à l'heure. Ça va permettre de bénéficier d'un environnement d'investissement stable, diversifié, puisqu'on peut aussi bien détenir des titres en direct via des assurances-vie luxembourgeoises que détenir également ces fonds au travers de mandats de gestion ou sur des produits plus complexes, type produits structurés. L'immobilier, j'en ai également parlé brièvement, c'est une classe d'actifs qui est incontournable, que ce soit sous sa forme d'immobilier détenu en direct physiquement, mais également sous sa forme papier. Les SCPI en particulier peuvent être détenus en direct ou via des sociétés. Ça permet d'investir de manière diversifiée dans des bureaux, des commerces, des logements, avec des montants qui sont plus faibles que si je réalisais un investissement en direct dans un bien immobilier. Donc, c'est particulièrement pertinent. Les produits structurés dédiés permettent d'aller chercher des opportunités sur les marchés financiers. On va accéder à des solutions d'investissement qui sont partiellement protégées en capital et qui ont l'avantage de contractualiser le rendement et donc de contractualiser le revenu que vous allez pouvoir escompter au travers de ces placements. Enfin, on en parle de plus en plus ces dernières années, l'investissement dans les entreprises non cotées, donc les entreprises qui ne sont pas cotées sur les marchés financiers, ça fait preuve aujourd'hui d'une remarquable récurrence dans les revenus et les rendements que ça peut générer, puisque sur les 15 dernières années, on est sur des rendements qui sont compris entre 10 et 15%, et on a une multitude de sous-jacents sur lesquels on peut investir, l'immobilier, le corporate, les infrastructures ou encore l'immobilier de luxe. Donc aujourd'hui, c'est une classe d'actifs qu'il faut intégrer dans sa réflexion sur la constitution de revenus. Donc dans tous les cas de figure, vous l'avez compris, la clé de la bonne gestion, c'est la personnalisation par rapport au projet et c'est la diversification pour compléter les retraites des régimes obligatoires.
Je vais repasser la parole à Madame la Présidente et je vais vous laisser conclure, Isabelle. Merci, Monsieur Mal. Donc, merci aux intervenants pour leurs éclairages. Excusez-moi. Donc, nous avons vu que le système classique des retraites à la française s'exporte et est complètement accessible aux Français de l'étranger, ce qui est une bonne nouvelle pour la plupart d'entre vous. La raison de ce webinaire, c'est que suite à une mission éclair de la direction de la Caisse à l'automne dernier à Singapour, les conseillers des Français de l'étranger, que je salue au passage, ont vraiment émis ce souhait d'avoir beaucoup plus d'informations sur le système de retraite à la française et comment se constituer une retraite. Merci également à Monsieur Mal d'avoir présenté des solutions innovantes et plus financières en termes de placement pour avoir des revenus supplémentaires aux retraites classiques de base et complémentaires. Donc maintenant, nous allons passer à la partie de réponse aux questions que vous avez dû déposer sur le chat qui est en ligne. Vous avez à l'écran les contacts des intervenants, la CFE, la CNAV, Malakoff et la Place, qui est le partenaire, en tout cas pour ce webinaire, qui a parlé de placement financier. Voilà, je repasse la parole peut-être à Éric Paville, le directeur, pour l'animation et les réponses aux questions. Merci. Alors, on a reçu beaucoup de questions qu'on a publiées, que vous pouvez voir sur le fil. Alors, à certaines questions, nous avons répondu, pour certaines directement à l'écran, vous pouvez voir les réponses. On va en prendre quelques-unes. Je précise que si on n'a pas le temps, dans le délai imparti, de répondre à toutes les questions, ce qui peut arriver, à l'issue du webinaire, vous recevrez quand même une réponse. Il y a une première question qui porte sur la Caisse des Français de l'étranger et de savoir si c'est un organisme d'État ou une société privée. Eh bien, la réalité étant un peu entre les deux, ça n'est pas l'État, la CFE, et ça n'est pas non plus une société privée classique, c'est une caisse de sécurité sociale. Donc, c'est un organisme de personne morale de droit privé, mais en charge d'un service public, comme le sont les caisses de sécurité sociale en France. C'est le modèle de la sécurité sociale en France. Donc, nous sommes un organisme privé en charge d'un service public et nous sommes placés sous la tutelle de l'État, ce qui veut dire que l'État contrôle l'activité de la caisse, pose une réglementation, une législation qui encadre nos activités. Et puis, dans la gouvernance de notre caisse, nous avons un conseil d'administration. Donc, notre présidente Isabelle Frege est avec nous aujourd'hui et plusieurs de nos administrateurs d'ailleurs participent aussi à cet événement. Et cette instance représente les Français de l'étranger puisqu'elle est composée essentiellement de Français qui vivent dans les différents pays du monde et qui sont donc élus pour siéger au sein du conseil d'administration. Voilà, une deuxième question également qui portait sur la CFE, enfin qui porte indirectement sur la CFE, mais à laquelle je peux répondre tout de suite. Si on rentre en France au moment de la retraite sans avoir assez de trimestres, quel est notre statut au regard de la Sécu? Est-on couvert par l'assurance santé quand même? Alors, je comprends qu'on est dans la situation d'un retour en France, que la personne ne perçoit pas encore de retraite, elle rentre en France et a-t-elle donc des droits à l'assurance santé? Alors, c'est une très bonne question qui fait le lien aussi avec notre activité, nous, d'assureurs santé. C'est-à-dire que si on revient en France et qu'on ne cotise pas dès le premier jour sur un salaire ou un revenu auprès de la sécurité sociale, on n'a pas de droit à l'assurance maladie en France. Il y a ce qu'on appelle un délai de carence de 3 mois. 3 mois pendant lesquels il faut donc résider de manière stable et régulière en France et faire les démarches pour se faire affilier auprès de la sécurité sociale. Mais pendant 3 mois, vous n'avez droit à aucune couverture santé, ce qui forcément peut être extrêmement dangereux. C'est l'une des raisons pour lesquelles on recommande fortement d'adhérer à la CFE pour la santé, parce qu'avec la CFE, si vous arrivez en France, vous n'êtes pas soumis
à cette problématique de délai de carence. Quelle que soit votre situation, si vous attendez une pension ou autre, vous êtes couvert par la CFE à votre arrivée, puis le régime obligatoire, la CPAM, va prendre le relais sans aucun gap, sans aucun délai entre ces deux couvertures. C'est l'un de nos arguments pour la CFE. Alors, nous avons un grand nombre de questions que je vais poser à ma collègue de la CNAV, de l'assurance vieillesse, assez logiquement. Alors, Françoise, pouvez-vous nous dire sur la question « Mes périodes de chômage indemnisées n'apparaissent pas dans mon estimation en ligne », comment demander la correction et puis peut-être comment on peut consulter son estimation en ligne? Alors, effectivement, normalement, le chômage indemnisé est reporté puisque Pôle emploi nous envoie chaque année les périodes indemnisées qui se reportent sur chaque relevé. Bon, si toutefois ces périodes de chômage ne sont pas reportées, nous pouvons procéder à la mise à jour du relevé de carrière. Et pour cela, il faut demander via votre espace personnel une reconstitution de carrière et joindre les justificatifs. Alors évidemment, on ne va pas le faire peut-être à 20 ans, mais vous pouvez à partir de 55 ans demander la mise à jour de votre relevé de carrière. Alors, autre question, Françoise, portant sur les trimestres. Est-ce que vous pouvez nous parler du rachat de trimestres, puisqu'on nous demande est-il possible de racheter des trimestres pendant une certaine période, nous donner quelques précisions sur le fonctionnement du rachat de trimestres, et également une question que je vous glisse au passage sur la situation des hommes qui ont éduqué des enfants, puisqu'on a parlé des trimestres validés pour l'éducation d'un enfant pour les femmes. Oui, alors je vais commencer par cela. Alors en fait, les 4 trimestres qui sont donnés à chaque enfant aux femmes, c'est pour la maternité, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce sont bien les femmes qui font les enfants, donc les 4 sont donnés aux femmes en priorité. Ensuite, les 4 trimestres d'éducation peuvent effectivement, la question est tout à fait pertinente, donner au père ou à l'autre parent, dans la mesure où les trimestres d'éducation peuvent être donnés à l'autre parent, mais il faut que cette demande soit effectuée avant les 4 ans de l'enfant. Donc, en fait, il faut le faire très jeune pour pouvoir, enfin, quand on a des enfants, il faut le faire avant leurs 4 ans. Et il faut demander ces 4 trimestres d'éducation qui soient donc sur le compte du père avant les 4 ans de l'enfant. C'est important, sinon après, ils seront automatiquement donnés à la mère. Et ces trimestres, alors j'ai vu une question, ce ne sont pas 8 trimestres par an, c'est une majoration de trimestres qui vient s'ajouter au total des trimestres cotisés. On ne va pas mettre 8 trimestres par an, ça, ce n'est pas possible. Alors, je vais donc maintenant passer au rachat. Donc, on peut racheter des trimestres, effectivement, si vous avez quelques trous dans votre carrière, des périodes incomplètes, si vous avez effectué des études supérieures, vous pouvez effectivement racheter des trimestres. Pour être éligible au rachat de trimestre, il faut le faire entre 20 et 66 ans. Au-delà, vous n'êtes plus éligible, avant non plus. Vous ne pouvez racheter que 12 trimestres maximum. Hein, et le montant, puisque c'est le nerf de la guerre, le montant vraiment peut être très différent selon la catégorie du rachat. Hein, tout dépend si vous rachetez pour le taux ou pour le taux et la durée de cotisation. Et dans ces cas-là, et de votre âge surtout, c'est l'âge plus vous faites votre rachat jeune, moins il sera onéreux. Et le prix est compris donc en 2023, entre 1 055 € et 6 015 € pour un seul trimestre. Donc, c'est onéreux, il faut bien voir si éventuellement ça peut être intéressant. Après, chaque situation est à étudier.
Merci Françoise. Alors, d'autres questions portent sur la manière de faire valoir les périodes cotisées dans des pays qui ont des conventions. Donc, on a la question, par exemple, de quelqu'un qui nous dit « J'ai cotisé aux États-Unis, pays conventionné, comment faire valoir cette période ?» Quelqu'un qui a cotisé également en Espagne. Donc, comment faut-il s'y prendre pour faire reconnaître ces périodes cotisées? Et puis, une question qui est liée, c'est si on a travaillé dans sa vie sur plusieurs pays qui ont chacun leur convention avec la France, est-ce qu'il est possible de cumuler ces différentes périodes ou est-ce que la France ne va prendre qu'un seul des pays conventionnés en compte? Oui, alors ça c'est une question effectivement très importante. Lorsque vous avez travaillé en France et dans des pays ayant signé une convention bilatérale avec la France, il faut savoir que tout n'est pas cumulable. Tous les pays ne sont pas cumulables. Alors, si je vais prendre un exemple, vous avez travaillé, puisqu'on parlait de l'Espagne et des États-Unis, vous avez travaillé en France, en Espagne et aux États-Unis. Au moment de la retraite, nous allons nous mettre en contact avec nos organismes de liaison et leur demander la validation à chacun. Et ensuite, nous prendrons soit France-Espagne, soit France-États-Unis. Nous ne pouvons pas additionner toutes les conventions. Ce sont des accords bilatéraux, nous n'additionnons donc pas toutes les conventions. Et nous prendrons la plus longue. Si la personne a travaillé plus longtemps aux États-Unis, on prendra donc France-États-Unis, ou sinon on prendra France-Espagne. Mais en aucun cas, on ne prendra les 3 pays. La seule exception, c'est lorsque vous avez travaillé en France et dans plusieurs pays de l'Union européenne. Si vous avez fait France, Espagne, Allemagne, Italie, effectivement, là, tout va s'additionner. Il faut considérer que l'Europe est comme une seule entité, en fait. Donc là, puisque ce n'est pas un accord bilatéral, mais que nous sommes plusieurs pays en Europe et que donc là, on peut les additionner, c'est le seul cas. Et évidemment, les trimestres vont compter pour le calcul du taux. Mais uniquement les trimestres, hein, pas les salaires. Les salaires perçus dans d'autres pays ne rentreront jamais évidemment dans les meilleures années. Voilà. D'où l'intérêt, j'ajouterais dans ce système de penser à cotiser pour la CFE, puisque on échappe du coup à ces contraintes liées aux conventions. Oui, des trous dans effectivement, il y a toute une période qui ne sera pas prise en compte. Donc, à partir d'une deuxième expatriation, il faut vraiment penser CFE éventuellement pour que le calcul soit moins pénalisant. Très bien. Je ne sais pas, François, si vous avez la liste des pays conventionnés. On nous demande si le Japon a une convention avec… Alors oui, mais je les connais, oui. Le Japon a bien une convention avec la France, tout à fait. Et il y avait un autre pays, on me demandait la Suisse. Oui, bien sûr, la Suisse est conventionnée, il n'y a pas de problème. Oui, si je peux me permettre. Oui. Ah pardon, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Donc les personnes peuvent aller sur le site du CLES, CLEI2S, Oui. qui répertorie tous les pays qui ont une convention. Et j'ai mis dans la réponse, mais la Suisse est intégrée à la coordination européenne. Donc la Suisse est assimilée, tout comme le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège, est assimilée à l'Union européenne. Donc il y a totalisation de toutes les périodes Union européenne, Suisse, espace économique européen. Tout à fait. Alors, je vais reprendre la parole si vous voulez bien. J'ai vu une personne qui me disait donc pas de réversion de la retraite de base, seulement la part complémentaire. Alors, je vous rassure, oui, la CNAV, l'assurance retraite, verse des pensions de réversion, mais contrairement aux retraites complémentaires, elles sont sous condition de ressources. Donc, les conditions d'ouverture pour les pensions de réversion, il faut avoir été marié, tout ce qui est PACS
et le concubinage ne fonctionne pas. Il faut avoir 55 ans. Il faut être en dessous d'un plafond qui est fixé pour avoir la pension de réversion. Et elle peut être répartie entre plusieurs conjointes éventuellement. Et là, il n'y a pas de condition de nationalité, puisque j'ai vu le cas aussi, il n'y a pas de condition de nationalité. Voilà, alors nous n'avons pas eu le temps de répondre à toutes les questions, mais nous allons devoir clôturer ce webinaire. Nous répondrons donc aux questions qui ont été publiées, et puis certaines nécessitent un peu une discussion personnelle parce que ce sont des questions plus individualisées. Nous y répondrons après ce webinaire. Voilà, je vais peut-être repasser la parole à Isabelle Frege, la présidente de la CFE, pour clôturer cet échange. Et pour ma part, je vous remercie d'être venus nombreux à ce webinaire. Merci, Monsieur Pavy. En continuité de ce que vient de dire Madame Julien de Gast, la CFE et la retraite à la française est ouverte aux concitoyens européens si ils ont cotisé d'une manière ou d'une autre au régime de base français. C'est des questions qui reviennent assez souvent, mais la CFE est ouverte sur l'Europe comme beaucoup de domaines sociaux en France. Donc, je voudrais vous remercier, participants nombreux à ce webinaire, remercier les conseillers élus de la circonscription de Singapour d'avoir initié cet échange. Je pense que nous avons tous beaucoup appris sur l'importance de se constituer une retraite, d'une retraite à la française à laquelle nombre d'entre nous tenons. Nous tenons à ce système de répartition, à ce système bipartite qui est important à nos yeux. Et puis, une retraite après une vie de salarié, c'est quelque chose de très important. Chacun a droit à passer à autre chose. On peut avoir des retraites actives, mais s'assurer de revenus, c'est très important. Donc, ce webinaire sera accessible sous quelques jours sur la chaîne YouTube de la CFE. Donc, pour ceux et celles qui n'auraient pas pu aller jusqu'au bout qui n'auraient pas pu se joindre à nous dès le départ, ou si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par la thématique, le webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube de la CFE. Merci encore aux participants, Monsieur Pavy, Madame Julien de Gast, Monsieur Mal et Monsieur de Saint-Albin, ainsi que nos deux collègues du service développement et marketing de la CFE. Au plaisir de vous revoir. De toute manière, nous sommes à votre disposition. Il y a des élus du conseil d'administration qui sont derrière leur écran également aujourd'hui. Vous pouvez nous contacter le CLES. Et également, je rappelle la possibilité de s'activer son espace personnel sur l'assurance retraite qui pourra vous donner votre situation vis-à-vis des trimestres cotisés. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui sont sur le fuseau horaire Europe et à très bientôt. Au revoir.